Salam alaikum Azoul, bonsoir. 20 avril 1980, 37 ans après. En rappelant que le printemps berbère est en fait la commémoration de deux événements, et non pas d'un seul, comme le pensent beaucoup de gens qui n'ont pas une information assez détaillée sur cette tragédie qui est en train de devenir une fête d'une très grande importance dans la région de Kabylie notamment. Il faudra rappeler peut-être que cela avait commencé le 20 avril 1980, lorsque le jeune Massinissa Germah a été assassiné, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Puis, en avril 2001, qui s'est soldé par la mort de 126 jeunes manifestants et plus de 5000 blessés. Nous en parlerons dans le détail avec nos invités. Hassan Hirash, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL, qui est là avec moi. Merci Hassan. Bonsoir Jamaldine. Merci. Et Hassan Zahraoui, sociologue, fin connaisseur de cette situation, qui sera avec nous dans un moment. Et depuis la Kabylie, Oulahlou, chanteur kabyle très connu et qui a animé hier un concert qui a rassemblé des dizaines de milliers d'admirateurs et qui a lui-même fini, il nous le dira tout à l'heure, dans une brigade de gendarmerie, il me semble, ou dans un commissariat de police. D'abord les titres. El Watan, 37e anniversaire du printemps berbère, marche et meeting en Kabylie, par Mohamed Hamed Khouja. Le temps d'Algérie, célébration du 20 avril 1980 à Tizi Ouzou, aux couleurs du printemps, par Zed Hamri. TSA, printemps berbère, le pouvoir tente de s'approprier le 20 avril, par Riyad Hamadi. Je tiens d'abord à corriger, j'ai fait une erreur. L'assassinat de Massinissa Germah, c'était en 2001, c'est l'inverse. Contrairement à 80 où c'était parti à la suite de ce refus des autorités de permettre une conférence de Mouloud Ma'ammari. Voilà. Donc, Hassan Zahraoui va nous rejoindre bientôt. Hassan Hirash, est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse, j'allais dire une genèse de ces événements, en peu de mots, pour ceux d'entre nous, de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien ces événements? Oui, je pense que c'est très important de rappeler ce qu'est le 20 avril, pourquoi nous le célébrons chaque année. Donc il faut savoir que c'est une journée qui est consacrée pour la mazirité et contre la répression. C'est très important de toujours rappeler ça parce qu'aujourd'hui, il y a souvent des fêtes, etc. On oublie la philosophie essentielle qui conduit cette célébration, qui est donc encore une fois pour la journée pour la mazirité et contre la répression. Donc, on le célèbre depuis 36 ans maintenant, c'est-à-dire depuis la première année, le premier anniversaire en 1981, qui d'ailleurs a déclenché un autre printemps dans la région de la Souma, qui a été d'une aussi grande ampleur qu'à Tizi Ouzou en 1980. Aujourd'hui, c'est une date qui est célébrée en Kabylie, bien évidemment, mais aussi dans toutes les régions amazirophones du Maroc, de Tunisie, de Libye, du Niger, du Mali et bien évidemment dans l'immigration, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Alors, que s'est-il passé précisément le 20 avril? Parce que c'est cette date qui a été retenue alors que les manifestations, on va le voir, ont commencé juste un petit peu avant. Le 20 avril, les compagnies CNS, équivalent des CRS ici en France, donc Compagnie nationale de sécurité, ont occupé la cité universitaire de garçons et de jeunes filles
et ont réprimé de façon absolument monstrueuse les étudiantes et les étudiants qu'ils ont réveillés dans leur sommeil profond vers 1 h du matin. Donc cette répression-là a déclenché non seulement une grève des manifestations et des réactions un peu partout, mais surtout aussi une occupation de l'hôpital de Tizi Ouzou, de l'usine de l'électroménager à Oued-Aïssi et de l'usine textile de Mirabeau. Donc c'est à partir de là que l'ampleur du mouvement a commencé véritablement à dépasser les frontières de la Kabylie, et à Alger, une réaction d'abord de la part des étudiants de l'université d'Alger, puis d'un certain nombre de citoyens qui sont dans divers quartiers de la capitale. À l'origine, c'était le 10 mars. Mouloud Maamri, anthropologue, écrivain mondialement connu, avait écrit un livre devenu célèbre qui s'appelle « Les poèmes kabyles anciens », qu'il a édité ici à Paris aux éditions Maspero. Donc, suite à cette édition, il a été invité par des enseignants de l'université de Tizi Ouzou et par des étudiants, et il devait parler tout naturellement de la littérature algérienne à des étudiants algériens. En l'occurrence, de la littérature kabyle, poème kabyle ancien, à des étudiants kabyles. Donc pour eux, quoi de plus naturel que de faire partie, de partager le résultat de ces recherches à des étudiants et à des enseignants d'une université. Or, à l'époque, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous étions dans un système de parti unique, de langue unique, de religion unique, de président unique, etc., etc. C'est-à-dire un système uniciste, jacobin, hérité de l'époque coloniale. Et donc, parler d'autre chose que sur les thèmes qui sont d'habitude des thèmes de prédilection du pouvoir, c'est en quelque sorte sortir du lot. Donc, à ce moment-là, Mouloud Maamri a été interpellé, intercepté à Mirabeau, à une dizaine de kilomètres avant Tizi Ouzou, et laissant les étudiants perplexes, ne savons pas ce qui se passait. Quand ils ont appris la nouvelle, évidemment, ils ont décidé, dans une assemblée générale, entre étudiants et enseignants, de faire la première manifestation. Et la conférence avait été interdite. Et donc là, c'est ce que je disais, oui, donc Mouloud Maamri a été oui. intercepté, retenu au commissariat pendant des heures. Donc la conférence a été interdite, ce que évidemment les étudiants et les enseignants n'ont pas accepté, et ils ont fait la première marche de protestation devant la wilaya de Tizi Ouzou. Donc ça, c'est la cause immédiate. Maintenant, il faut dire aussi aux téléspectateurs qu'au-delà de la cause immédiate, il y a les causes profondes et lointaines. Pour ne pas aller trop loin, on peut dire que depuis 1949, alors que Messali Hadj, pendant le mouvement nationaliste, a envoyé un référendum, un mémorandum plus exactement, à l'ONU pour l'autodétermination de l'Algérie, il avait désigné l'Algérie comme étant seulement arabe et musulmane. Un certain nombre de nationalistes, indépendantistes, ont répliqué en éditant un petit fascicule, Idir al-Watani, et qui proposait une autre vision de l'Algérie. C'est l'affaire dite du fameux complot berbère. Absolument. Donc une autre Algérie, à savoir l'Algérie algérienne. Oui. Donc après cette... Mais sans remonter aussi loin, Hassan Hersh, oui. J'aimerais juste que vous nous brossiez un peu, comme vous venez de le faire très bien d'ailleurs, pour passer au deuxième printemps, celui noir, Tefsout Averkent. Donc, et après, nous passerons à la discussion en profondeur. Donc là, on a parlé de 1980. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est
1980, donc ce sont les vexations, les répressions depuis 1949 jusqu'à 1980 qui ont fait En fait, la répression d'une identité qui ne cherche qu'à s'affirmer, qu'à s'afficher en tant que telle et qu'à se revendiquer en tant que telle. Il faut rappeler aux téléspectateurs d'Al-Magharibiya que toutes les manifestations qui ont eu lieu à ce moment-là, c'était pour la démocratie, pour la culture amazigh et pour aussi l'arabe populaire, Derja. C'était dans tous les tracts du printemps donc de l'époque. Et alors en 2001 Donc le second printemps, c'est en 2001, c'est lors de la célébration du 20 avril donc 80, que un jeune Massini Sagermah, un jeune lycéen brillant, a été arrêté par les gendarmes parce qu'il préparait une manifestation. Il a été emmené à la gendarmerie et il a été assassiné au sein même de la gendarmerie. Mais d'autres disent que non, ce n'était pas au sein de la gendarmerie, mais que c'était près de chez lui, où il était sorti pour assister à une interpellation d'autres jeunes par les gendarmes. Non, non, il était bien assassiné à l'intérieur de la gendarmerie. Très bien, par une rafale. Certains parlent d'une rafale, enfin 3 balles. Il aurait été atteint par 3 balles au niveau de la jambe qui aurait provoqué une hémorragie fémorale. Non, il y a eu délibérément assassinat de ce jeune, et pour camoufler cet acte criminel, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Zerhouni, a même qualifié le jeune et brillant lycéen Germah Massinissa de voyou, et non pas de lycéen qui passait son bac. Voilà, ce qui est absolument un scandale. Oui, c'est ça qui, je crois, qui a mis de l'huile sur le feu. Et cela a mis effectivement et alors, ça va durer longtemps. L'affaire du Printemps Noir va durer presque une année, je crois. Absolument. Et se solder par un grand nombre de morts et de blessés. Absolument. Il y a eu 128 morts, des centaines et des centaines de blessés. Certains il y a eu parlent de 5 000 exactement. Voilà, 5 000 blessés, dont certains handicapés à vie. Très graves et qui sont handicapés jusqu'à aujourd'hui. Alors nous étions un certain nombre ici à Paris à accueillir les cas les plus graves pour les faire soigner dans les hôpitaux parisiens. Merci Hassan Herish pour cet éclairage. Nous venons de recevoir donc Hassan Zahraoui, sociologue. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, monsieur Al-Magharibiya. Voilà. Et je suis heureux de retrouver mon ami Hassan Herish, que je salue. Moi, j'ai gardé de vous un très bon souvenir. On avait parlé ensemble de Yennayer. Et moi aussi, j'ai gardé. Vous m'aviez appris beaucoup de choses, d'ailleurs. Voilà, donc je présente évidemment, je dis Salam alaikum azul fallaoun, bonsoir. Si nous sommes en direct pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent Al-Magharibiya. Voilà, exactement. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, pour nous mettre un peu en ambiance, on parle donc de printemps berbère. Pourquoi ne dit-on pas plus justement printemps kabyle? Puisque, en fait, même monsieur mon ami Hassan Herish vient de dire que c'est un temps soit un peu fêté, commémoré dans les régions et les pays amazigophones. Ce n'est pas tellement visible. C'est surtout en Kabylie où nous voyons une vraie communion, où des gens d'ancrage différents sortent dans la rue pour commémorer, où les femmes portent des habits traditionnels, où tout le monde est en phase. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de dire le printemps kabyle? Vous avez raison, Monsieur Shamsuddin, effectivement. Jamaldin, ce sont les Kabyles qui ont porté ce mouvement berbériste, même à l'époque de 1949. Ce sont des Kabyles qui ont posé la question de la pluralité linguistique, donc de la reconnaissance de la mazérité, de la berbérité, dans le cadre du mouvement national, ce qui n'a pas été le cas. En fait, l'Algérie a loupé le coche déjà en 1949. Ensuite, en 1962, à l'indépendance, on n'a pas posé la question de la pluralité des langues, des cultures et des religions dans ce pays, qui aurait conduit naturellement à la démocratie. Et ça n'a pas été fait. Et c'est là que commence, si vous voulez, le problème de fond. Hein. C'est que, de mon point de vue, la révolution n'a pas été pensée
suffisamment. Beaucoup de choses sont restées dans le domaine de l'impensé. Il fallait libérer le pays, mais pas projeter sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après ? Après, une fois l'indépendance acquise. Bien sûr, on a parlé de socialisme, on a essayé d'élaborer un certain nombre de théories, mais je pense franchement, en toute modestie, qu'il y a beaucoup d'impensés dans la façon de conduite de la révolution algérienne. Donc vous avez raison, oui. Là c'est toujours la question que je me pose moi-même. Et je me suis souvent posé. Au fond, pourquoi ne pas nommer comme on dit en français, un chat à chat, et dire kabyle. Parce que je pense que dans l'idée des Kabyles, tout en revendiquant leur kabyléité, ils se reconnaissaient dans la dimension de la mazérité, c'est-à-dire la dimension. Le problème, c'est que les autres minorités, entre guillemets, enfin c'est la majorité quand on calcule toutes les minorités berbérophones, amazérophones, c'est qu'elles ne se sentent pas directement concernées tout de suite et se sentent pas concernés directement par le combat que menaient les Kabyles, qui sont, selon l'expression de Pierre Moscovici, le père de le Serge Moscovici, pardon, le père de Pierre Moscovici, qui est donc un psychosociologue très connu, les Kabyles font partie de ce que j'appellerais les minorités actives. Oui. Donc, elles ont toujours... pas les minorités agissantes. Oui, et agissantes en même temps. Quand on dit active, c'est agissante. Et effectivement, c'est un printemps kabyle plutôt que berbère en général. Mais... Alors, j'aimerais vous poser une question à vous, sociologue. Il ne fait pas de doute que l'identité berbère est l'identité matricielle de tous les habitants de l'Afrique du Nord ou du Maghreb. On l'appelle comme on veut. Malheureusement, il y a toujours une connotation idéologique. Oui, toujours. Mais en 1962, oublions 49, en 1962, les tenants du pouvoir avaient la possibilité de reconnaître cette identité matricielle, surtout à un moment où en Kabylie, par exemple, l'arabe, l'identité arabe, ou l'arabité d'une façon générale, était perçue comme des identités amies. Il n'y avait pas d'hostilité. Et c'est à la suite donc de cette charge identitaire envahissante qui voulait imposer l'arabe comme étant la seule langue et la seule identité possible, à ces moments glorieux du BEF, que s'est développée cette sorte de réaction épidermique contre l'arabe, contre l'arabité, et par j'allais dire par extension, contre à la limite l'islam, d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, les discours islamophobes est très prégnant dans certains discours en Kabylie. Oui, je vous répondrai d'abord par deux anecdotes et ensuite je viendrai sur le fond. Oui. Vous savez que mon ami Katb Yassine, il s'était baladé un jour du côté de la Kabylie et il ne savait pas qu'il y avait une autre langue. Et il me l'a raconté lui-même. Il me disait, j'arrive, j'étais en reportage et on traverse un village et tout à coup on avait soif, on demande qu'on nous apporte de l'eau. Et j'entends Aman Esmadon, c'est-à-dire de l'eau fraîche, de l'eau glacée. Et alors il m'a dit, je me suis demandé, mais il y a une autre langue en Algérie que l'arabe. Alors c'est à partir de ce moment-là, il s'est posé la question, et c'est pour ça qu'il a appelé son fils Amazir. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est une profonde injustice. Oui, c'est une profonde injustice, mais il faut recontextualiser. C'est-à-dire que dans l'après-indépendance, le problème qui s'est posé, bien sûr, s'il y a eu pluralisme, démocratie, pluralisme politique, pluralisme culturel, pluralisme linguistique, la question de la kabyléité peut-être se serait posée différemment. Absolument. Or, voilà une région, un peuple, parce que quand il y a une langue, un territoire, une culture, on appelle cela un peuple, ethnos en grec. Un peuple. Sans connotation séparatiste. Absolument. On dit bien le peuple de Paris. Oui, voilà. Bien sûr. On ne parle pas pour le moment de séparatisme. Ils ont combattu, ils ont libéré le pays. Et voilà que dans les colonies de vacances, on interdisait aux enfants de s'exprimer dans la langue de leurs ancêtres. Pour vous répondre, c'est que la mazérité, la langue amazir, c'est les fondements anthropologiques de l'algérianité, de l'africanité du Nord, et donc, et même au-delà. Comment on peut oublier une langue qui constitue les fondements d'une identité, d'un peuple, d'une nation au sens large du terme? Et les Kabyles, bon, ils ont subi cette répression.
ils l'ont senti au plus profond d'eux-mêmes. Et qui est-ce qui pouvait, si vous voulez, éclairer l'opinion? Ce sont les élites et donc les étudiants. Et c'est pour ça que le mouvement, si vous voulez, le déclenchement du 20 avril 80, c'est au-delà de l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri, c'est tout ce qu'il y a derrière comme appareil répressif. On donne l'ordre, le wali témoigne a posteriori. Baliahi, le ministre de l'enseignement supérieur, dit qu'il y a eu une avancée démocratique extraordinaire avec avril 80, mais on le reconnaît a posteriori. Sur le coup, on a décidé de réprimer. Comment on appelle aujourd'hui l'université qui a été interdite de conférence? Comment on l'appelle? Mamri, de son nom. De ce cher monsieur Mamri, en plus, regardez, on l'a autorisé à donner des cours de langue donc kabyle. Pourquoi les apprentis sorciers commencent à se faire du mal à eux-mêmes? De 65 à 73, c'était quelqu'un qui n'était pas... Mouloud Mamri, c'était tout sauf un révolutionnaire, si vous voulez, au sens où on l'entend. C'était pas un agitateur. Voilà, c'était un révolutionnaire tranquille. Oui, voilà. C'était pas un agitateur, c'était un révolutionnaire tranquille. C'était quelqu'un qui était même dans les institutions, d'une certaine façon. Et voilà que c'est bête comme réaction. Comment? On ne peut pas parler de la poésie. D'ailleurs, Mamri, dans sa réponse, qui n'a pas été publiée dans le Moudjahid, mais dans le Matin de Paris, il a interpellé le Kamal Belkacem, que j'ai connu, et qu'il repose en paix là où il est, mais il a vraiment une réaction très virulente contre Mouloud Mamri. Vous savez, il suffisait de dire vous éternuez, on criait à la contre-révolution. Oui, voilà, la main étrangère, le complot, l'impérialisme, etc. Vous savez que pourquoi je continue avec vous, pourquoi faut-il aujourd'hui, dans l'imaginaire amazigh prégnant, que l'arabité, que les autres compatriotes arabo-berbères ou arabes, parce qu'il y en a, qu'on dit les uns les autres, pourquoi faut-il qu'ils payent le travail de sape, la haine baathiste de certains politicards qui ont cru pouvoir se permettre de gommer une identité? Pourquoi faut-il que les autres compatriotes et leur identité parallèle payent pour ça? Oui, en fait, dès le départ, comme je vous le disais, le concept était biaisé. Parce qu'au lieu de parler de l'algérianité, d'une identité algérienne, on a parlé d'une identité arabo-islamique. C'est pour le moins extensif, large et arbitraire. Donc comment? On est des arabo-islamiques, alors les Algériens, ils sont où? Or, l'algérianité, si on avait posé la question de l'identité en termes d'algérianité, on aurait eu l'arabe populaire, on aurait eu d'abord Tamazight, qui est la langue fondamentale, la langue des racines, la langue d'origine. On aurait eu l'arabe populaire, qui s'est donc développé au sein du peuple. Et puis, on aurait eu l'arabe classique et le français, pourquoi pas? Si le peuple algérien parle plusieurs langues, tant mieux pour lui, parce qu'il s'ouvre davantage sur le monde. Absolument. Mais voilà que on a voulu réduire, du coup, si vous voulez, les populations concernées, la Kabylie en particulier, s'il ne faut pas oublier les conditions économiques, sociales, géographiques, politiques de la région de la Kabylie. C'est une région qui se trouve à l'est de l'Algérie, ce sont des montagnes, c'est une région qui n'a pas de moyens, donc de richesse. Surpeuplée. Oui, surpeuplée. La densité, l'une des plus fortes densités au monde, c'est-à-dire le rapport population donc espace. Dont la population est contrainte d'émigrer pour pouvoir subsister. Contrainte à l'exil. Et l'exil intérieur d'abord, puis international. Absolument. L'exil est au fondement, l'immigration est au fondement de la société kabyle. Sans l'immigration, la société kabyle n'aurait pas tenu. Il n'y a qu'à voir le chant kabyle, qui est fondamentalement un chant d'amertume, mélancolique, d'exil. Et nous allons en profiter justement pour recevoir Oulahlo, chanteur kabyle, très apprécié, qui a donc animé un concert hier. Il est avec nous. Oulahlo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Azul. Alors, parlez-nous un peu de ce qui vous est arrivé d'abord. Il semble que vous ayez des ennuis. Bon, on va plutôt positiver. On a passé un très bon 20 avril dans la tradition, dans la belle tradition. C'était formidable. Mais bien sûr, le petit paracaïd, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez animé un concert hier, semble-t-il très réussi.
Oui, pas un concert. Le 20 avril, c'est une journée un peu exceptionnelle, symbolique. Donc, c'est un peu partout en Kabylie que ce Zerina Quiz. Bien sûr, c'était à l'université. C'était un moment particulier. C'était pour rendre hommage un petit peu aux anciens 80, aux anciens quiz. On a essayé de perpétuer la tradition. C'était formidable. Il y a un élan de révolte, je dis, c'est formidable. Comment expliquez-vous, vous qui êtes sur place, hein, qui êtes dans le terreau, cette implication, cet enthousiasme de nos compatriotes kabyles pour des causes, avec un C majuscule si je peux me permettre, pour leur identité, pour leur dignité, leur liberté? Je pense, je sais pas, je peux m'exprimer en kabyle, en français, mais En français, parce que c'est une émission en français, cher ami. Oui, oui, c'est une émission en français, oui. Ouais, parce qu'il y a des émissions aussi mazert. Le Magharibi anime une émission en français, des émissions en tamazirt, des émissions en arabe, et une émission en darja. Nous sommes universalistes. Donc la région kabyle, c'est très clair, il y a un attachement profond, il y a un sentiment d'appartenance profond. Il y a un sentiment d'attachement profond historique qui s'explique. Moi, je ne suis pas d'accord avec nos amis Hassan, je le passe. Bonjour, monsieur Zahraoui, je le salue. Nous te saluons aussi. La résistance en Kabyle, elle est très très vieille. Elle n'a pas commencé depuis 1949. Vous connaissez très bien l'histoire. Donc c'est tout un cumul d'histoire avec un S qui explique plutôt ça. C'est une région qui a toujours résisté contre les Turcs, contre les Arabes, etc. Oui, c'est vrai. Oui. Mais vous avez chanté, hier on nous dit que vous avez chanté Massénissa Gerbach, que lui avait rendu hommage. Qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat de ce jeune homme? Rabbi Rahmou. Ouais, c'était un élément déclenchant qui a déclenché une révolution en Kabylie. Donc, si vous voulez que j'y pense, c'est la méthode de gouvernement algérien, du système algérien qui... Bon, peut-être que les méthodes chouïa, mais Et votre avis sur le printemps noir, sur les événements du printemps noir, qui ont duré tellement de temps, où la Kabylie avait été quasiment isolée, encerclée, truffée de forces de répression dans un silence quasi abyssal du reste des autres compatriotes, il faut le dire. Voilà, au risque de dire des bêtises, moi je résumerai cette période et d'autres périodes comme étant un peuple qui résiste, c'est tout. Vous êtes... Pour faire court et ne pas trop discourir, c'est un peuple qui résiste pour sa dignité, pour son identité, pour ses conditions, c'est tout. Merci beaucoup, Oulahlou, de nous avoir prêté de votre temps et de nous avoir manifesté votre amitié. Merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Nous te saluons fort. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Hassan Hirsch, Saïd Sadi, il y a quelques jours, avait dit qui aurait cru, enfin je le cite en substance, hein, oui. Qui aurait cru qu'un jour les panneaux électoraux, les affiches électorales du FLN pourraient être écrites anti-FINER. Est-ce que, moi personnellement, j'ai été quasiment choqué par cette... parce que c'est un peu comme si on éclipsait le lapin. Parce que il suffit d'écrire anti-FINER sur les panneaux électoraux, les affiches électorales du FLN, pour que ce soit une victoire? Non, le problème ne se pose pas comme ça. Je connais assez bien Dr Saadi pour savoir à peu près ce qu'il veut dire. C'est qu'il fut un temps. Moi, personnellement, ma génération, donc la sienne aussi, quand nous étions lycéens, il suffisait qu'on écrive, ici on avait des t-shirts qu'on recevait de Paris, de l'Académie berbère, il y avait Algérie anti-FINER, Algérie, et les lycéens se faisaient arrêter, tabasser dans les commissariats
pour avoir écrit un mot en tifinagh. C'est ça que ça veut dire. Tifinagh, je rappelle que c'est l'alphabet touareg. L'alphabet berbère, l'alphabet amazigh. amazigh. Qui par la suite a été adopté par l'ensemble de la communauté amazigh. Tout à fait. Sinon, c'est l'alphabet on trouve aussi des traces même en Kabylie, on trouve en Tunisie, en Libye, etc., au Maroc, un peu sur toute cette aire ce que je géographique. voulais dire en fait, c'est que, et nous allons en parler un peu en profondeur, pendant longtemps le régime a refusé de reconnaître. Totalement. Oui. Il ne voulait même pas en parler. Absolument. Il réprimait même ceux qui voulaient en parler. Et il confinait le tamazight à un petit rôle de dialecte régional. Oui, quand il en oubliant parlait. que toutes les langues de l'humanité ont commencé par être des dialectes. Mais sinon, ce que je voulais dire, est-ce qu'il suffit d'officialiser comme ça, pour calmer tout le monde, de dire « Ok les gars, c'est officialisé », mais il n'y a ni uniformisation, j'allais dire, mise en place d'une véritable académie, de véritables scientifiques, de véritables spécialistes en la matière pour essayer d'unifier la langue, la doter des outils, des mécanismes qui peuvent lui permettre d'être vraiment et de devenir vraiment une langue officielle. Jamaldine, oui. Il se passe pour Tamazight ce qui se passe pour la démocratie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant de comprendre que le pouvoir algérien, il donne d'une main et il retire de l'autre. Il a créé un système soi-disant démocratique après 89, mais il a brouillé toutes les cartes pour garder en fait un système totalitaire, un système qui contrôle tout, un système qui réprime, etc. Et c'est exactement pareil pour Tamazight. J'aime beaucoup votre formule, mais je ne la vois pas comme vous êtes en train de la décrire. Je la vois, ça veut dire c'est vrai, il fait exactement comme il l'a fait pour la démocratie. Ça veut dire qu'il a mis en place pour la démocratie de faux partis politiques, de fausses institutions. Ça veut dire qu'il n'y a que des trompe-l'œil, mais derrière, il n'y a rien. Alors que pour Tamazight, justement, il n'y a rien. Il n'y a rien à part le terme officialisation de Tamazight et écrire sur les panneaux électoraux Non, il a créé aussi le HCA, le Comité à la Mazirité. C'est une institution. Qui semble être une institution de vacances. Tout à fait. Il a créé aussi le Centre national d'aménagement de la langue Tamazight à Alger, rattaché à la présidence de la République, s'il vous plaît. Oui. Et il a créé un certain nombre de cours, ouvert des cours dans les écoles du primaire jusqu'en terminale. Il a créé des départements à Touvert, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa. Il a créé un département de culture. Mais est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il crée un certain nombre de contenants, mais évidemment en évitant que le contenu se développe et soit pris en charge par les spécialistes. On dirait même qu'il fait tout pour que cette langue n'ait pas une place à part entière au sein de la nation. Absolument. Et d'ailleurs, les berbérisants eux-mêmes, les universitaires dont je fais partie, puisque j'ai enseigné le berbère à l'université pendant plus de 30 ans, on a considéré que l'écriture de Tamazight doit se faire pour des raisons techniques, pour des raisons d'imprimerie, pour des raisons aussi diverses, psychologiques, des raisons de diffusion rapide, de transcrire Tamazight en lettres qu'on appelle latines, qui en fait c'est des lettres phéniciennes, donc on fait un peu comme le turc, mais évidemment le pouvoir écrit en lettres arabes, c'est complètement illisible, c'est truffé d'erreurs, c'est impossible dans l'état actuel des choses d'écrire. Mais là, ça reste, je crois, un choix idéologique qu'il faudra trancher choix idéologique par la suite. Alors que le choix universitaire, le choix technique, il est déjà pris par les universitaires. Il y a d'ailleurs toute une production dans cette écriture-là, etc. Non, c'est vous dire Jamaldine, qu'on a affaire à un pouvoir
qui lance des leurres, de la poudre aux yeux, c'est-à-dire qui fait semblant de céder, de rendre Tamazight comme langue nationale officielle, mais la réalité, elle est complètement D'ailleurs, c'est-à-dire, oui, oui. il va dans le même sens que le roi du Maroc. Le roi du Maroc, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Tamazight est devenue langue nationale et officielle au Maroc, mais ce n'est pas la langue de l'école, ce n'est pas la langue des institutions, ce n'est pas la langue de l'État, c'est une langue marginalisée. D'ailleurs, il présente ça comme étant une variété de dialectes, etc. Et rien n'est fait pour que les scientifiques qui s'occupent de cette langue-là fassent leur travail, soient aidés dans leur travail, puissent avoir des structures financées, etc., et qui puissent avoir une académie, qui puissent avoir une école normale, formation d'enseignants, formation de formateurs, etc. Donc, rien de tout cela. On est dans totalement un leurre, une démagogie, et le pouvoir algérien ne va pas s'en sortir comme ça, parce que nous n'allons pas céder un pouce de nos revendications, qui sont des revendications légitimes, que les Algériens qui ont envie reprennent cette langue, et c'est la langue du pays, c'est la langue ancestrale, et je peux développer autant que vous voulez l'importance d'apprendre sa langue maternelle, d'apprendre sa langue ancestrale d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue psychologique pour un enfant. Parce que dès lors que l'institution familiale est disqualifiée par les institutions politiques, dès lors que l'institution familiale est disqualifiée par l'institution scolaire, il y a une rupture entre la famille et l'école, l'enfant en souffre. On aboutit à une mésestime de soi, à des comportements qui sont inappropriés, et on accumule des difficultés pour l'école. Quelques images et nous revenons à la suite de l'émission. Hassan Zahraoui, avant d'en venir à un sujet que j'aimerais bien traiter avec vous, du MAC qui semble s'être emparé un peu de cet événement, j'aimerais que vous nous parliez de cette officialisation de Tamazight. Est-ce que cette revendication identitaire d'abord ne consiste et ne se confine que dans la langue d'abord? Et puis cette officialisation est-elle cette victoire qu'on veut nous faire croire? Écoutez, on peut toujours officialiser, et ça ne coûte pas. Voilà, ça ne mange pas de pain, comme dit Hassan. L'officialisation, c'est une chose qui a quand même, je crois quand même, il faudrait que les téléspectatrices et les téléspectateurs sachent qu'il y a eu quand même du progrès, que ça a avancé. Il y a eu des avancées grâce aux militants, et on ne leur rendra jamais assez hommage, qui ont conduit le printemps 80. Mais Ould Helou a raison de dire que c'est une région de résistance. Il ne faut pas oublier qu'en 63, la Kabylie s'était soulevée, les autres régions d'Algérie n'ont pas rejoint Hussein Ayad Hamad et le FFS. Ils se sont
À l'époque, Hussein Aït Ahmed demandait, il a toujours demandé jusqu'à sa mort, il a toujours demandé la constituante, l'avènement d'une constituante, d'une assemblée constituante. Donc la résistance, elle s'était développée en 1871 avec Bachir el-Hadj Mokrani contre la France. Elle s'était développée déjà quand la France a voulu conquérir la Kabylie. Il y a eu, donc c'est une région, c'est un peuple qui il s'est construit son identité dans l'adversité, dans la lutte. Et une identité, c'est mon hypothèse de sociologue, une identité acquise dans le cadre de luttes successives et dans la douleur et la souffrance, c'est une identité qui résiste le plus au temps et qui se construit et qui donc se donne les moyens d'exister au-delà du temps, donc de génération en génération. C'est vrai que l'officialisation, on officialise, mais on dit quand même, article 1, l'arabe, langue nationale, on dit la mazir, mais la mazirité, c'est-à-dire ta mazirte, est mise en sous, c'est-à-dire c'est comme si... parent pauvre. Oui, comme parent pauvre, comme sous-catégorie. Qu'on veut bien honorer. Oui, qu'on veut bien honorer parce qu'il y a des luttes, parce qu'il y a des revendications, parce que ça soulève des questions. Parce qu'on ne veut pas que ça explose un peu partout. Voilà, c'est les questions. Parce qu'une question culturelle est toujours politique derrière. Oui. Et là, en ce sens que Avril 80 avait une dimension éminemment politique. Parce qu'on a dit une revendication identitaire, une revendication culturelle, certes, une revendication linguistique, certes, mais c'est aussi une revendication fondamentalement politique. Et le 20 avril a ouvert un espace en Algérie. Il a interpellé le peuple algérien, même si les autres parties, hélas, de l'Algérie n'ont pas suivi. Mais est-ce qu'il n'a pas ouvert aussi en même temps la boîte de Pandore ? Ah bien sûr, quand on ouvre un champ dans un système fermé, évidemment qu'on ouvre la boîte de Pandore. Et donc effectivement, les démons s'échappent et se succèdent et créent de multiples problèmes auxquels moi j'insiste beaucoup sur le fait que, si vous voulez, il y a eu, parce que sinon, il y a eu une marche en avant quand même. Sinon, la lutte de ceux qui ont mené ce combat serait vain et aurait été inutile. Or, il faut rendre hommage à tous ceux qui l'ont conduit et qui ont fait qu'aujourd'hui, on accepte, parce que c'était tabou, qu'on accepte d'aborder la question de la mazirité, de la traiter, même si vous voulez en seconde zone, même si c'est simplement de point de vue stratégique qu'on on officialise la langue. C'est pour répondre à des tensions, à une situation explosive potentielle qui pourrait dégénérer et concerner l'ensemble du peuple. Qui semble être en train de dégénérer, puisque pour certains qui ne demandaient qui n'avait qu'une simple revendication culturelle, identitaire, linguistique, aujourd'hui semble avoir atteint un point de non-retour et ne parle plus de langue et d'identité, mais parle quasiment de séparation. Oui. Juste revenir sur ce qui était dit précédemment, savoir que 1980, il faut rappeler aux téléspectateurs que c'était une onde de choc absolument considérable. Moi, j'ai des amis marocains, dont le professeur Abdellah Bounfou, qui disait que quand il pleut en Kabylie, nous, on récoltait au Maroc. C'est-à-dire que quand on manifestait en Kabylie, le palais cédait un certain nombre de choses par rapport à les revendications ne s'expriment. Absolument. Et on avait aussi des amis ici, tunisiens, égyptiens, etc., qui étaient admiratifs de ce que nous avions fait en Kabylie. Comment, dans ces pays sud-méditerranéens qui avaient une chape de plomb identique, qui étaient sous des régimes de dictature identiques, comment il était possible justement de briser la glace, de casser ce mur et d'affronter la sécurité militaire, l'armée, la police, tous les services de renseignement, etc. Et ils ont fait bouger les lignes. Une chose importante, Djemal. Rapidement, parce que j'ai une question importante à poser, nous arrivons presque à la fin. Très rapidement. Oui. Le drame qui a fait que ça n'a pas véritablement abouti comme on voulait, c'est que l'Occident, l'Europe
et l'Amérique du Nord ont aidé le colonel Chadli contre la révolte de Kabylie, tandis qu'ils ont été contre le général Jaruzelski et ils ont aidé le mouvement de Gdansk qui était moins important que celui de Kabylie. Et donc c'était ce deux poids, deux mesures qui ont fait qu'il n'y a pas eu l'ampleur que ça devait avoir. Alors, sur les rushs que nous sommes en train de passer, les images, donc, je demande à la régie de les repasser, vous allez voir qu'il y a beaucoup de drapeaux du MAC. Si vous voyez en plan général, on voit bien qu'il y a une distribution très intelligente de façon à ce que le drapeau apparaisse un peu partout au milieu de la foule. Et j'aimerais savoir si le MAC est aussi populaire qu'il le paraît sur ces images, ou s'il... C'est le concert de l'Ahlou là, c'est le concert de l'Ahlou. D'accord, ce n'est pas la manif de Non, mais j'aimerais qu'on nous montre les images de la manif où on voit beaucoup de drapeaux du MAC. Et donc, j'aimerais comprendre que vous me disiez si le MAC est en train d'user de techniques de communication très, très intelligentes ou si réellement il suscite autant d'adhésion en Kabylie. Moi, je crois, Jamaldine, je pense que le MAC progresse effectivement parce que à partir du moment où vous réprimez une langue, une culture, une identité, un peuple, vous avez effectivement le processus qui va déboucher sur, à un moment donné, des ruptures. Et ça, c'est une forme de rupture radicale avec effectivement... De point de non-retour. Oui. Point de non-retour, je ne sais rien, mais c'est quelque chose qui se construit sur la durée, qui se définit, qui se construit sur la durée. Il faut dire, il faut quand même comprendre que les humiliations, le déni de l'identité, le déni de la langue, le déni, et puis l'appauvrissement d'une région quand même, qu'on a laissé quasiment. Qu'est-ce qu'il y a en Kabylie aujourd'hui, si ce n'est l'exil, l'émigration? Mais là, c'est toutes les oui, toutes les régions, oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est comme c'est une région pauvre également. Là, on voit les images, vous voyez. Oui, non, mais ça, c'est la stratégie. Vous savez, tous les partis politiques, tous les mouvements. Toutes les minorités agissantes. Oui, déploient des stratégies. Donc, je vous dis, si vous voulez, c'est un processus qui risque de continuer, de s'agrandir, de s'amplifier, parce que si on continue d'être sourd du côté du pouvoir à ce qui est demandé légitimement, et voilà, donc ça conduit à des ruptures de type radical. Et je me permets de vous interrompre, il n'y a plus de temps. Très vite, Hassan Hersh, le mot de la fin, pour pouvoir passer une musique avant de sortir. Moi, ce que je peux dire, c'est que face effectivement à la surdité du régime, à son autisme, face au déni qui continue, face au blocage de toutes sortes, on va voir se développer effectivement des associations, des partis politiques, etc., qui de plus en plus vont revendiquer l'indépendance de la Kabylie ou au moins l'autonomie. Aujourd'hui, il y a déjà deux partis politiques, le MAC qui aujourd'hui est un mouvement indépendantiste et le RPK, Rassemblement pour la Kabylie, qui est un mouvement autonomiste. Voilà. Donc, qui est en train, semble-t-il, de prendre de l'étoffe. Absolument, aussi, tout à fait. Donc, il faut... Hassan Hersh, excusez-moi de vous interrompre, même si nous allons déborder un peu sur le temps. Moi, la plupart des Kabyles que je connais, ils sont nombreux, c'est mes amis. Ma fille est mariée à un Kabyle, pour vous dire, je suis grand-père de petits Kabyles. Hein. C'est dire que je connais beaucoup de Kabyles. Oui. La plupart des Kabyles que je connais, la grande majorité me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les thèses du MAC. Mais sur les images que nous voyons, sur les espaces médiatiques, le MAC est omniprésent. Alors moi, je ne comprends pas. J'aimerais que vous m'expliquiez de façon claire, sans équivoque, de façon directe. Non, mais c'est extrêmement difficile d'évaluer véritablement. Ça, on n'a pas un moyen de vérifier, donc en dehors des manifestations, des rassemblements, etc., pour quel que soit le parti du reste, surtout pour les partis qui ne se présentent pas à des élections, comme le MAC. Ce qui est sûr, Jamaldine, c'est que le MAC, effectivement, progresse chez les jeunes,
et parmi les étudiants. Alors, c'est aussi le cas du RPK. On le retrouve dans l'élite intellectuelle kabyle, chez les étudiants, et il prend de plus en plus de l'ampleur. Et nous allons arrêter là. Quelques mots. Oui, oui, je pense que, comme disait Hassan, de mon point de vue, c'est un mouvement de fond. Ce n'est pas un mouvement superficiel, c'est un mouvement de fond parce qu'il renvoie à des situations historiques lointaines et qui, à force de, vous savez, à force de brimer, à force de, ça arrive et à un moment donné, les gens se disent autant, si on est mal géré, autant s'autogérer. Et voilà, donc on salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est dans l'intérêt de toute l'Algérie qui est l'autonomie de la Kabylie à minima. Parce que ça peut être le socle. Moi, je dirais l'autonomie de toutes les régions. Oui, mais ça va construire. Pour le moment, c'est la seule région qu'il demande, mais ça va profiter à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Voilà, en tout cas, merci. La musique. Merci. C'est un hommage au combat de tous les résistants. Ah oui, c'est magnifique. Non, sincèrement, il progresse. Il progresse chez les jeunes, mais de manière globale, majoritairement, non. À force de faire de la... le problème, c'est que moi, je pense qu'il manque de la pédagogie dans cette histoire. Parce que pour expliquer aux gens, c'est pas du... Vous leur dites, bon, voilà, vous êtes kabyle. وغال انت استرصاصي